Good evening and Good welcome evening. to the fourth virtual appointment of Bonsoir et Librorum. bienvenue à notre quatrième réunion événement Librorum, consacrée à la présentation d'ouvrages publiés par nos membres dans la bibliothèque de l'association des anciens membres. L'interprétation est disponible en anglais et en français en vous connectant via le lien Zoom. Je m'appelle Monica Baldi, je suis la vice-présidente de la FMA et j'ai plaidé pour cette initiative qui est née cette année à l'occasion des célébrations du 20e anniversaire de notre association. Après la réussite de réunions passées avec l'ancien président José María Gil Robles, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui envoie ses salutations, et de deux autres anciens membres, aujourd'hui nous présentons le Liber Amicorum de l'ancien président Enrique Barón Crespo, une vie dédiée à la construction de la démocratie européenne, avec la participation du président Hans-Gert Pöttering et avec une interview spéciale avec Teresa Riera Madurell. J'aimerais mentionner à toutes les personnes présentes aujourd'hui qu'à un moment où le débat sur la conférence sur l'avenir de l'Europe commence, nous pensons qu'il est important de mentionner ce qu'ont apporté les grands européanistes dans la construction de l'Union européenne. Cet événement est organisé par la FMA en coopération avec le bureau du Parlement européen en Espagne. Je donne la parole à Maria Andrés Marín, directrice du bureau du Parlement européen en Espagne. Merci beaucoup, Monica. Bienvenue à tous et à toutes. Beaucoup de personnes importantes aujourd'hui, beaucoup de personnes bien placées pour parler de l'avenir de l'Union européenne et pour commémorer l'importance de la vie et de la carrière de M. Barón Crespo. Enrique Barón Crespo est un ancien président du Parlement européen. C'était en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Il était donc président à ce moment-là. Il était aussi responsable des négociations sur le traité de Maastricht, ainsi que bien d'autres tâches. Je ne vais pas passer trop de temps à énumérer ces événements parce que tout le monde connaît sa carrière, sa vie professionnelle et nous sommes ici pour discuter plutôt de ce qui a été fait par le passé et de la manière de faire face aux nouveaux défis de l'Union européenne avec des personnes aussi importantes que Hans-Gert Pöttering, président de la FMA. C'est un honneur de vous revoir, Monsieur Pöttering. Cela fait longtemps que je ne vous ai plus vu. Et bien entendu, Teresa Riera également. Il y a d'autres personnes, comme le vice-président du Parlement européen et bien d'autres personnalités importantes. Monsieur Barón Crespo, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de réunir 100 personnes, 100 experts pour parler de vous, parler de vos défis, de vos réussites dans votre vie. Avoir 100 amis, c'est presque impossible. C'est ce que vous avez réussi dans cet ouvrage. J'ai vu des députés européens de différents partis politiques, ce qui montre bien la valeur de votre travail. C'est un excellent ouvrage. C'est une belle occasion de parler de l'avenir, mais également du passé et du présent et des défis de l'Union européenne. Alors, merci à l'association de FMA pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup, Enrique, de nous donner cette fantastique occasion de réfléchir à l'avenir de l'Europe via des témoignages personnels. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de présenter le Liber Amicorum d'Enrique Barón Crespo, une vie consacrée à la construction de la démocratie européenne. Sur la couverture, on voit une photo importante de Simone Veil et Jacques Delors. C'est un livre de 240 pages, édité par Ruiz de Vesa, publié en espagnol en 2021. Promu par l'Union des européanistes et des fédéralistes d'Espagne, ainsi que le Conseil fédéraliste du mouvement européen, à l'occasion
du 75e anniversaire d'Enrique. L'objectif est de donner le témoignage de 100 amis proches, chercheurs, universitaires, président du Parlement européen, députés, anciens députés, enseignants, syndicalistes, etc. Je vais parler d'abord de son ami Alejandro et d'autres amis qui sont connectés aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier le président du Parlement européen, David Maria Sassoli, le représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères espagnol, Arantxa González, les anciens commissaires européens, Joaquín Almunia et Sim Almera. J'aimerais remercier les membres de l'association qui ont contribué à cet ouvrage. José María Gil Robles, Ariga Alves, Carlos Canero, Juan Calom, Richard Carbot, Yul Anen, Pascualina Napoletano, Pascal Sautillo, Anna Perron. Enrique Barón, juriste et économiste, était député au Congrès des députés espagnols. Il était ministre des Transports au gouvernement de Felipe González, président du Parlement européen et président de l'FMA. Il s'exprime en 7 langues et il est l'auteur d'ouvrages et d'articles politiques, économiques et sociaux. C'est un vrai phare de sagesse pour l'Europe. Je l'ai rencontré en 1994 lorsque j'étais élu au Parlement européen, mais j'ai eu l'occasion de coopérer avec lui uniquement depuis 2015 au conseil d'administration de la FMA, où il a été possible de mettre en œuvre des activités et des coopérations importantes telles que la coopération avec les universités européennes. Il est président actuel de l'Union des fédéralistes et des européanistes espagnols. Le succès évident de ses activités politiques est accompagné d'une riche activité culturelle en tant que président d'une fondation artistique en Espagne. Il est membre également du comité d'organisation de plusieurs expositions. Il tient également le mandat de vice-président d'une fondation artistique et d'une université en ligne. L'année dernière, il a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Séville. Il a toujours été convaincu que les citoyens européens devaient profiter de l'Union européenne. Il a été un partisan d'Erasmus, qu'il pensait aller au-delà de l'université avec des opportunités d'enseignement continu à des millions de citoyens européens. Il a toujours été un soutien au mouvement européen. Je suis convaincu, a-t-il dit, que l'Europe est le seul projet qui vaut notre temps et notre travail. Avec des moments si importants dans l'histoire que la chute du mur de Berlin, lorsqu'il était président du Parlement européen, il a toujours cru que nous devions mener un projet communautaire et que toutes les générations avaient le droit de contribuer à sa vision. Une vision, une personnalité forte et déterminée, très cultivée, avec des capacités professionnelles et politiques exceptionnelles. Il est aussi doté d'une grande sensibilité que seuls ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer connaissent. Il a un grand respect pour les personnes. Il est toujours prêt à parler des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Enrique sera interviewé par notre secrétaire honoraire, Teresa Riera Madurell. Je la remercie pour son excellente coopération. Teresa est professeure et consultante
au Barcelona Supercomputing Center. Elle était professeure d'informatique et d'intelligence artificielle à l'Université des îles Baléares et vice-présidente du Comité pour la science et la technologie. Elle était députée au Parlement des Baléares, députée espagnole. Elle a aussi été élue députée européenne et membre de la Commission Recherche industrielle et énergie, rapporteur pour le programme cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020. Elle a atteint un accord final pour le système d'innovation et de recherche européen. Elle considère que l'Europe ne peut plus tolérer une fuite de cerveau en raison d'un manque d'opportunités. Je donne la parole avec grand plaisir à Teresa, qui est donc membre de l'Union des européanistes et des fédéralistes espagnols. Bonsoir, chers collègues, chers amis. Merci beaucoup, Monica, pour ces gentils mots et pour m'avoir donné cette responsabilité de présenter ce travail et le travail important octroyé par Enrique Barón Crespo au projet européen. Et félicitations également, Monica, pour l'organisation du Libre Room, des Libre Rooms. Ce type de réunions nous permettent de mieux connaître, de mieux comprendre les personnalités et le travail fait en Europe pour l'Europe par de grands dirigeants, tels qu'Enrique. Aujourd'hui, chers amis, nous avons le plaisir d'entrer en dialogue avec l'un de ces Européens. Il y a beaucoup à dire. Nous allons parler avec un homme politique et socialiste très pertinent, non seulement pour l'Espagne, mais pour toute l'Union européenne. En d'autres mots, nous allons avoir une conversation avec une personne essentielle dans notre histoire commune récente. Nous allons le faire, comme Monica et Maria l'ont dit, à l'occasion de la publication de l'ouvrage dénommé Enrique Barón Crespo, une vie consacrée à la construction de la démocratie européenne. Comme Monica l'a déjà expliqué, c'est un livre structuré par Domènec Ruiz de Veza que j'aimerais féliciter pour son travail excellent. J'aimerais commencer ma présentation en disant que ce livre exprime de la gratitude envers une personne généreuse, comme on le voit dans l'avant-propos. Enrique, permettez-moi de rejoindre les 100 personnes, collègues, amis, proches, chercheurs, députés, professeurs, anciens présidents du Parlement, etc. Toutes ces personnes qui ont apporté leur contribution à cet ouvrage. Nous partageons tous avec vous les valeurs européennes, les valeurs de la démocratie. Nous vous avons écouté et vous nous avez toujours aidés et inspirés. En tout cas, vous m'avez toujours aidé et inspiré dès le moment où je vous ai rencontré. Je tiens également à dire que ce livre parle d'Enrique en des termes très positifs, pas uniquement en raison de liens politiques qui existent clairement. Il fait l'éloge d'Enrique pour des raisons objectives que tout le monde reconnaîtra en se penchant sur son CV ou sur sa biographie. Enrique a acquis une expérience politique que seuls quelques-uns peuvent obtenir. Et pour cette raison, peut-être, c'est l'une des personnes aujourd'hui qui a la vision la plus complète et la plus exhaustive de la réalité politique de mon pays, de l'Union européenne et des relations internationales en général, étant donné que c'était un protagoniste exceptionnel dans la lutte contre le régime de Franco.
dans la transition espagnole vers la démocratie et depuis 1977 dans les institutions démocratiques espagnoles et au Parlement européen. Les différentes contributions du livre sont comme les pièces d'un puzzle qui, ensemble, permettent de reconstruire une mosaïque plurielle et diverse. Pour décrire cela, le prologue nous dit que l'ouvrage est une sorte de mémoire polyphonique. C'est une expression que j'ai beaucoup aimée, parce que polyphonique, c'est ce que nous retrouvons en Europe. La polyphonie est aussi liée à l'Europe qu'à la vie d'Enrique lui-même. Permettez-moi de passer cela en revue. Dans le livre, on nous rappelle qu'Enrique est né et a grandi à Madrid, dans une famille de tradition commerciale. Son frère Raphaël explique très bien cette partie de sa vie, avec une magnifique contribution. Et je vous recommande d'ailleurs de la lire. Je cite, Enrique a terminé ses études de droit et d'administration commerciale, qu'il a continué ensuite à Paris, à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il a ensuite été professeur à Madrid et a travaillé en tant qu'avocat qui a défendu les droits de l'homme pendant la dictature. Le début de sa carrière politique sont aussi très liés à Madrid. Lors des premières élections démocratiques en 1977, il a été élu député à Madrid. En 1982, il a été élu ministre des Transports. Il est nommé ministre des Transports, du Tourisme et des Communications lorsque le Parti socialiste a gagné les élections pour la première fois dans la jeune démocratie espagnole, au moment où Felipe González est devenu président. En tant que membre du Parlement, il est resté jusqu'en 1985. Après cela, donc il a témoigné de l'accession de l'Espagne et du Portugal en 1986. Plusieurs sections du livre mentionnent cela. Il rappelle que Enrique était un ministre des Transports avec une vision extraordinaire de l'avenir. Il savait que l'Espagne manquait d'un train à grande vitesse. À l'époque, cela semblait être une utopie. Et dès le début de ses activités politiques, il était convaincu que l'avenir de l'Espagne se ferait dans le processus de construction d'une Europe unifiée. Enrique a ensuite commencé sa carrière politique brillante. Brillant, c'est l'adjectif utilisé par la plupart des auteurs dans l'ouvrage lorsqu'ils se réfèrent à la tâche d'Enrique au Parlement européen. En tant que vice-président, président de la Commission Affaires étrangères, président du groupe socialiste, président de la Commission Commerce. Il a aussi représenté le Parlement européen à la conférence intergouvernementale ainsi que d'autres responsabilités encore. Le livre est plein d'histoires et de souvenirs de cette époque, dont Enrique était un témoin privilégié. Par exemple, la chute du mur de Berlin, qui a eu lieu lorsqu'Enrique était président du Parlement européen. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, parce que j'espère que lorsqu'Enrique prendra la parole, il nous expliquera lui-même quels sont les souvenirs les plus marquants de cette époque, les moments, les événements qui ont le plus d'impact sur lui. J'aimerais aussi dire qu'Enrique est l'ancien président du mouvement européen international. Aujourd'hui,
Il est président de l'Union des européanistes et des fédéralistes en Espagne et le vice-président de la Fondation pour les études européennes. Toutes ces organisations sont très bien représentées dans le livre. Je vous recommande les recommandations excellentes du président de la Fondation, de mon collègue au Parlement européen, Jo Leinen, ancien président aussi du Mouvement européen international, et du professeur Patxi Aldecoa, président actuel du Mouvement européen en Espagne, qui explique pourquoi aujourd'hui en Europe, la présence de meneurs comme Enrique dans la société civile pro-européenne est plus nécessaire que jamais. Enrique a de nombreuses caractéristiques qui sont soulignées ou mises en évidence dans le livre par beaucoup de ses collègues proches et amis, tels que Joan Colom, Paca Sanpido, et ceux qui ont déjà été mentionnés par Monica. Mais pour le moment, j'aimerais simplement souligner ce qu'a écrit son fils Alejandro sur son rôle en tant que père et grand-père dans sa contribution très touchante que je vous recommande de lire. Mes chers amis, si nous devions chercher le consensus parmi nous et ne mentionner que 3 des traits de la personnalité d'Enrique, je pense que nous pourrions nous mettre d'accord sur ceci. Tout d'abord, son intelligence, sa vision politique et sa rigueur académique, que l'on retrouve à de nombreuses occasions dans ses obligations universitaires, par exemple. Deuxièmement, sa capacité d'action, sa capacité à établir un consensus et son leadership politique, comme il l'a montré en tant que ministre, président du Parlement, président du groupe socialiste, de la délégation socialiste, et comme il nous le montre dans toutes les organisations qu'il préside aujourd'hui. Troisièmement, j'aimerais mettre en évidence sa sensibilité. Enrique est un grand amateur de musique. Monica l'a dit dans sa contribution. Il est le président de la Fondation Menuhin, entre autres, qui permet aux enfants d'élargir leurs opportunités grâce à la musique. Il a eu le privilège d'être toujours accompagné par une fantastique artiste, Sofia, tout au long de sa vie. Aujourd'hui, Enrique et Alejandro continuent à faire passer son message. C'est une fondation qui porte son nom. Enrique aussi adore la nature, il adore skier. Je me souviens de ces réunions de dirigeants politiques dans la neige qui ont été mentionnées dans le livre. J'ai beaucoup aimé la contribution de Nacho Varstalo sur ce sujet, qui explique comment Enrique a utilisé ses bâtons de ski ou ses compétences en ski pour réagir de manière calme et détendue aux événements dans la vie réelle. Un dernier point important qui me semble évident après avoir lu le livre. Enrique est un bon ami, un ami altruiste. Dans l'épilogue, il écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je cite. Je me suis rendu compte qu'on ne vaut que ce que veulent ses amis. Alors, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez à l'avenir, Enrique, je tiens à vous remercier. Chers amis, maintenant. Et maintenant, chers amis, permettez-moi de donner la parole au président Hans-Gert Pöttering,
pour lancer le dialogue avec Enrique. Permettez-moi J'aimerais de vous simplement rappeler vous que rappeler auparavant que Hans-Gert Hans-Gert Pöttering est aussi Pöttering un est ancien également président du Parlement un européen. ancien président du Parlement européen. Il a été député depuis les premières élections directes en et qu'il 1979 est et il a resté poursuivi jusque 2014. jusqu'en 2014. Il était aussi Il a président de son présidé groupe son politique, groupe parlementaire également groupe, et il était et également de la Fondation Konrad Adenauer, responsable de la Fondation parmi bien Konrad d'autres mandats. Adenauer. Un Et autre point que j'aimerais vous j'aimerais rappeler rappeler, que, en tant que président du Parlement, c'est c'est qu'en lui tant que président du Parlement, il a lancé qui la a Maison de l'Histoire lancé européenne, qui a la ouvert Maison de à l'Histoire Bruxelles en européenne, 2015. ouverte à Bruxelles en 2015. Pour Et ce il a projet, il pu a compté sur compter la coopération de Miguel sur la Ángel Martínez, qui est collaboration aussi de présent Miguel avec nous aujourd'hui. Ángel Martínez, qui est également des nôtres, À qui l'époque, était Miguel alors Ángel était vice-président du Parlement européen. Et aujourd'hui, vice-président il du est Parlement également européen. membre Et aujourd'hui, il est aussi membre du comité de gestion de comité notre de direction de association. notre C'est donc un association. J'ai plaisir pour donc moi le grand de donner plaisir de la parole donner à la notre parole président. à Hans-Gert, vous notre avez la parole. président Hans-Gert. Vous avez la parole. Eh bien, Teresa, merci, merci beaucoup. Je n'ai jamais entendu un collègue, ancien collègue, euh, qui est aussi aimable à un ancien président, à Enrique Baron Crespo. Et si je ne savais pas que vous et Enrique êtes des socialistes, j'aurais pu penser que ce que vous avez dit visait une béatification, mais il le mérite véritablement. C'est un saint européen. Si Enrique peut accepter cette description. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier Monica Baldi, Marie-Andrés Marin et également Teresa Riera Madurell. Et je n'ai pas encore vu, mais avec Elisabetta pour la préparation de ce Librairum aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une journée importante, pas simplement puisque nous parlons de cet excellent livre avec Enrique, mais c'est l'anniversaire de José María Gil Delgado. Et si je me souviens bien, il a 86 ans aujourd'hui. J'ai essayé de le contacter aujourd'hui au téléphone, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Mais j'ai écrit sur son adresse électronique et j'espère que José María Gil Robles passe un bel anniversaire aujourd'hui et j'espère lui parler dans les jours à venir. Alors, venons maintenant à vous, Enrique. Mais après Teresa, que dire de plus? Presque tout a déjà été dit. Enrique, vous pouvez être très heureux, et je le dis vraiment, vous pouvez être heureux et fier de votre vie politique. Et vous avez beaucoup de chance, car dans la politique, c'est une période très difficile maintenant, car nous avons ce virus. Et il est très difficile de faire ce que fait d'habitude un président du Parlement européen. Mais lorsque vous étiez président de 1989 à 1992, c'était une période de changement extraordinaire en Europe. Et en tant que chrétien démocrate, et en tant que président également de l'ancienne association, eh bien, moi, je vous remercie en tant qu'Allemand, car vous avez impliqué les Allemands. Et je me rappelle que le chancelier Helmut Kohl, lorsque nous avions des réunions, a souvent parlé de vous, du soutien que vous aviez apporté. Et j'aimerais rappeler également le rôle du président González qui a appelé le chancelier Helmut Kohl beaucoup plus que les responsables de sa famille. Donc c'était une période extraordinaire avec ce changement en Europe. Un changement extraordinaire pour toute la communauté européenne qui est devenue ensuite l'Union européenne.
Alors, j'aimerais vous remercier personnellement. Nous étions collègues, pas simplement au Parlement européen, mais nous étions également collègues en tant que président de notre groupe, vous, du groupe socialiste, et moi, président des sociaux-démocrates. Et dans la conférence des présidents, je n'étais pas assis à votre droite, mais à votre gauche. Et je crois que c'était vraiment une très bonne position. Et je ne connais pas d'autres exemples, car normalement, les hommes politiques, lorsqu'ils deviennent présidents du Parlement, ils ont, peut-être pas toujours, mais ils ont parfois déjà été présidents de leur groupe et ensuite ils deviennent présidents du Parlement. Eh bien, pour vous, vous avez tout d'abord présidé le Parlement européen et ensuite vous avez accepté de servir votre groupe politique. Et je sais que les groupes politiques sont vraiment très difficiles, pas simplement le vôtre, mais le mien également. Et vous avez servi ce groupe en tant que président de votre groupe. Et être président d'un groupe, c'est vraiment un service. Mais là encore, vous avez eu de la chance, car dans le Parlement européen, et je suis très reconnaissant que nous ayons pu travailler ensemble, nous devions préparer l'adhésion de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie, ensuite Malte et Chypre. Nous avons dû préparer l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Et aujourd'hui, lorsque j'entends parler de problèmes en Hongrie ou en Pologne, je dis toujours, certes, il y a des problèmes, nous devons les résoudre, et il y a également d'autres problèmes dans d'autres pays, mais réjouissons-nous, nous avons la Pologne, la Hongrie dans le giron de l'Union européenne. Et vous avez fait une grande contribution à l'époque, et je me souviens du président adjoint à l'époque. Nous avions eu une collaboration très étroite quant à la future adhésion de ces pays. Et j'ai toujours admiré votre identité, ce que votre identité représente. Et Teresa Riera Madurell a parlé de votre engagement en Espagne en tant que députée en Europe, et je suis convaincue, et c'est quelque chose qui nous unit, je suis convaincue, Enrique, que vous représentez l'identité ou les identités que nous avons. Nous sommes près du niveau local, là où nous sommes nés. C'est un mot qui existe en allemand. Il n'y a pas vraiment de traduction. Donc cette proximité, c'est quelque chose qui est assez émotionnel. Donc ensuite, nous avons l'identité nationale et puis l'identité européenne par le biais de cette identité nationale. Donc, à l'avenir, nous devons montrer que nous acceptons pas simplement notre identité européenne, nationale ou locale, mais que que toutes ces identités font un tout, et cela est essentiel pour l'avenir de l'Union européenne. Alors, ne regardons pas simplement vers le passé, même si vous avez de quoi être satisfait de ce passé, mais tournons-nous vers l'avenir. Vous avez fait partie de la convention, de la conférence intergouvernementale, et aujourd'hui, nous nous penchons sur l'avenir de l'Union européenne. J'ai discuté récemment avec le président du Parlement européen, des jeunes, en tout cas pour le côté allemand, et on m'a demandé, il y avait une jeune étudiante qui m'a demandé, est-ce que l'Union européenne a un avenir? J'ai dit, bien sûr, car si les hommes politiques, si le peuple ont cette volonté, une volonté forte d'avancer avec l'Union européenne, nous pouvons avancer. Et vous avez toujours fait preuve de cette volonté politique, car pour vous, l'Union européenne, c'est une union de valeurs, de la dignité de l'être humain, de la liberté, de la paix, de la solidarité et bien sûr des droits humains. Alors merci de cette grande contribution. Et votre livre, je ne l'ai pas lu car c'est en espagnol et je ne maîtrise pas l'espagnol.
mais enfin, je pourrais peut-être comprendre quelques bribes. Alors, merci de votre engagement extraordinaire pour l'Espagne, qui est un pays très européen. Merci également de votre engagement en faveur de l'Union européenne et en tant que président du Parlement. Et je ne pensais jamais un jour vous succéder, mais j'ai l'honneur d'avoir pris la relève également ici à l'Association des anciens membres. Nous sommes amis, nous allons continuer à travailler ensemble avec d'autres qui ont les mêmes idées. Dans certains cas, il y a peut-être certaines petites différences du fait de nos orientations politiques, mais l'essentiel, c'est que nous croyons dans l'avenir de l'Europe, dans la liberté, la démocratie, et nous croyons dans la paix. Et vous avez joué un rôle essentiel dans ce processus d'unification européenne. Je vous en remercie et je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Votre fils s'appelle Alejandro, c'est un nom très spécifique dans l'histoire européenne et j'espère que nous pourrons continuer à coopérer à l'avenir. Merci beaucoup, Enrique. Alors, Enrique, vous avez la parole. Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être ici ce soir. Je suis ravie d'avoir été présentée par Monica Baldi, Teresa Riera, Maria Andrés. Et il y avait quand même un autre homme. Nous sommes ce soir en minorité, les hommes, ce qui prouve que l'Europe change rapidement. Alors permettez-moi d'expliquer tout d'abord quelque chose à propos de ce livre. Ce livre, c'est un cadeau inattendu pour mon 76e anniversaire. Lorsque vous êtes enfant, vous adorez les cadeaux, vous êtes très heureux, mais je pensais que j'étais trop vieux pour avoir un cadeau. J'ai écrit 6 livres sur mon expérience européenne. Et ce dernier livre, en fait, c'est le résultat d'une conspiration. Car le jour de mon anniversaire, j'ai reçu des coups de fil de mon fils, certes, mais également d'autres amis. Et on m'a dit, est-ce que vous avez reçu ce rapport? Et je n'avais pas la moindre idée. Et le soir, j'ai reçu un livre sur Internet. Et j'avoue que j'ai été très heureux. C'était une surprise très grande pour moi. De plus, ce n'était pas un livre de l'ancienne garde du Parlement. Bien entendu, je partage des expériences avec Hans-Gert Pöttering et d'autres et j'aimerais saluer notamment nos amis britanniques qui sont des nôtres, Graham et d'autres. Vous êtes des Européens et vous avez fait du beau travail pour l'Europe. Mais lorsque j'ai lu ces contributions, c'était la preuve, à mes yeux, qu'il existe quelque chose que dans le cadre de l'article 3 du traité, il y a bien une solidarité entre générations, car la plupart de ceux qui ont contribué à ce livre, certains n'étaient pas encore nés, mais la plupart étaient des enfants. Lorsque j'ai été élu président du Parlement européen, et certes j'ai été élu très jeune, c'est un des problèmes mentionnés par Hans-Gert. J'ai assumé d'autres responsabilités, car il faut ne pas penser que être président, c'est
le but ultime d'une vie, mais j'ai accepté d'être président du groupe des socialistes car ce groupe avait des problèmes. Et je n'étais pas candidat et je crois que les éloges qui viennent d'un chrétien démocrate comptent double. Mais la plupart de ceux qui ont écrit une contribution dans ce livre, ce sont des jeunes. C'est en quelque sorte de message qui est en quelque sorte la prochaine génération de l'Union européenne, des personnes qui ont écrit dans ce livre. La plupart d'entre eux doivent construire, œuvrer pour la prochaine génération de l'Union européenne. Et ça, c'est très important pour moi. Car lorsque nous sommes des membres avec de grandes responsabilités, on a tendance à parler du passé. Or, c'est un processus constitutionnel constant et nous devons aujourd'hui penser que les jeunes doivent non seulement accepter notre héritage, mais les jeunes doivent également travailler, faire en sorte qu'il y ait un avenir pacifique, constructif pour l'Europe. Et ça, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire. J'ai toujours travaillé pour l'Europe. Dans ma vie politique, j'ai eu deux amours. Un premier amour, la démocratie dans mon propre pays afin que l'histoire change. Nous sommes un des pays européens ayant fait de nombreuses erreurs, mais nous avons pu changer l'histoire dans notre pays. Et pour ma génération, relier l'Espagne à son continent, à son histoire, c'était une priorité élevée. Ce n'était pas une question de plan Marshall. Certes, c'est toujours important, mais l'essentiel, c'était d'essayer de participer Alors, comment dire, puis-je utiliser le mot révolution, ce changement historique qui a donné lieu à l'Union européenne? Et lorsque Dominique et Alejandro, les éditeurs du livre, me disent « Qu'est-ce que vous voulez comme couverture du livre ?» Eh bien, j'ai fait une petite suggestion. Cette photo, et je crois que vous l'avez déjà vue au début de la réunion, je présente mon livre sur mon expérience en tant que président avec deux Européens majeurs avec lesquels je suis très lié. Simone Veil, elle nous a précédés. C'est la femme qui a représenté, qui a incarné la dignité de l'Europe. Et Jacques Delors, c'est un des grands noms. Il est toujours vivant. C'est toujours un grand nom. Pendant cette période de construction européenne. Donc, à mes yeux, cette photo avait un sens particulier. Et il y a une autre photo qui est dans ma mémoire. Hans-Gert en a parlé. Il a parlé plutôt du moment. C'est la photo de moi avec le président Mitterrand et le chancelier Kohl lorsque je les invitais à s'exprimer au Parlement européen le lendemain de la chute du mur de Berlin. Et ça a été une des réunions les plus importantes de l'histoire du Parlement européen. Je crois donc que cela représente mon engagement à la construction européenne et j'ai demandé à mes éditeurs encore une chose.
à savoir de mettre à la fin du livre comme épilogue mon discours à la conférence intergouvernementale le 11 décembre 1991, car tous les membres du Conseil m'ont applaudi à ce moment. Je ne sais pas si d'autres présidents du Parlement ont recueilli une telle unanimité, mais en tout cas, c'était un moment historique. Il est donc important d'essayer de répondre à votre question, d'avoir un débat. Et pour terminer cette introduction, je dirais simplement, je ne suis plus jeune, je suis un ancien membre. Je ne veux pas simplement parler du passé, car à l'heure actuelle, nous lançons la conférence sur l'avenir de l'Europe et il y a une grosse différence par rapport à la fin de la guerre froide. Nous avons réussi à prendre des décisions majeures tournées vers l'avenir en tant qu'Union européenne dans le domaine politique, pour la dimension budgétaire, pour notre propre organisation, et je suis convaincue, en tout cas, je veux collaborer, je veux participer. Je suis très reconnaissant à la FMA et au président Hans-Gert Pöttering de m'avoir écrit. Nous allons en discuter la semaine prochaine. Nous allons discuter de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et je dis toujours, on peut être à la fois les architectes et les maçons dans ce processus. Merci encore. As I said when I started, Merci beaucoup, Enrique. Comme je l'ai dit au début, c'est un grand plaisir pour nous. Merci de nous avoir donné cette fantastique occasion de témoigner de l'avenir de l'Europe. Nous allons commencer le débat. Pour demander à prendre la parole, vous devez lever la main sur Zoom. J'ai 4 ou 5 personnes qui ont demandé la parole. J'aimerais donner la parole tout d'abord à Dominique. Il essaie de se connecter, mais c'est un problème parce qu'il est dans le train. Il n'arrive pas à se connecter. J'espère que d'ici à la fin du débat, il arrivera à se connecter. Je vais donc donner la parole à Pachi. Est-ce que Pachi est connecté? Pachi, le président actuel de la section espagnole du mouvement européen. Je ne m'appelle pas Pachi. J'aimerais l'excuser parce qu'il est à Lisbonne, à la conférence sur le futur de l'Europe. Il était ici il y a 5 minutes, mais il doit partir parce qu'il y a un autre événement à Lisbonne. Il voulait féliciter Enrique, lui souhaiter joyeux anniversaire à nouveau. Il était ravi de participer et d'être votre ami, votre collègue dans ce projet européen. Dominique, est-ce que vous êtes connecté, Dominique? Vous pouvez vous exprimer. Vous êtes l'éditeur du livre. Vous êtes la vice-présidente de l'Union des fédéralistes européens, section espagnole. Vous avez la parole. Dominic, yeah. Can you Dominic. try? He's here. Thank you, Monica, and apologies because I don't know if you can hear me well, but Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Monica. L'interprète s'excuse, mais l'orateur est dans un train, sa connexion est donc mauvaise et l'interprète ne peut pas l'interpréter.
thank you to the former members association. It's very important to already develop a good relationship with the association, because one day we all be there sooner or Yeah. later, Yeah. and rather later than sooner. And Well, this is the only club to which you have not to get to go for an election. yes, You become member automatically. I'm very happy to be with my friend as well, Hans-Gert Pottering, the president, and also Teresa Riera. So I'm going to be very brief given the conditions of my speech. But just to say that what we have tried to do in this book, which is something that it started as a private friend book or friendship book on the occasion of the 76th anniversary of Enrique Barón. We realized a bit too late. We wanted to do it for the 75th, of course. L'interprétation en français n'est pas disponible pour le moment en raison de la mauvaise qualité du son de l'orateur qui s'exprime depuis un train en mouvement. We gave it to him. We decided that it was worthwhile to publish it. And we also enlarged the original contributions to make it 100. And what we tried with these 100 contributors, which I take the opportunity to thank them all for their participation, and also my own team, mostly Alejandro Peinado, who was of great help in editing the book. We read all the texts, we edited them, and the idea was to have a mosaic of people, really. Personalities, very well-known personalities, but also personal friends of Enrique, young people whom he may not know as well as other people, but people that know him, and he's important for them. No? Remember what one, I think, was a worker during the Great Depression in the US. No, after the Great Depression, when Franklin Roosevelt passed away, and he was witnessing the ceremony, and a journalist asked him, "You seem very moved by the passing of FDR." And the journalist asked him, "Do you know FDR?" And he said, "No, but he knew me," because of course he knew very well his voters and for whom he was working for. No? That was the point. So, so I think it came out very well. This combination of 100 people, and also, of course, different also style of contributions. Some very short, some longer. Some took the opportunity to make some political points about Europe, while talking about their relationship or their knowledge about Enrique. So at the same time that we, in a way, have a composite biography maybe of Enrique. No, Enrique is a very important person for many of us, politically, culturally, and personally. And we consider that he deserved to be honored, no? With this. Because he means so much to so many people, and at the same time to tell his story from the different angles. No, so you see, of course, some more personal references, family references, political Excuse me. references. Yes. No. We don't hear very well, Domenic. Excuse me. Dominique, nous ne vous entendons pas très bien. Désolé. Okay, I'm going to repeat that. I was saying that you have the different perspectives of Enrique, in a way summarized with a bit also of a composite biography, and also some of us. So I think all in all, it came out well. And maybe what we should
think now is about making an English edition, so everyone in Europe can read it, and not only those that can read Spanish. So again, many thanks for the opportunity to participate, and many greetings to you all and to Enrique in particular. Thanks a lot. Thank you to you, Domenic, for your job, for what you did. We Merci à vous, apologize. Domenic, pour ce que vous avez fait. Nos excuses pour l'interprétation vers le français. Il était impossible pour Domenic d'être interprété parce qu'il n'était pas connecté via Zoom. Enrique, si cela vous convient, nous allons écouter 3 questions, puis nous vous donnerons la parole. Maricruz Vargas, professeure à l'Université de Séville et présidente du Conseil andalou du mouvement européen. Bonjour Monica. Merci. Plus qu'une question, c'est plutôt un remerciement pour l'organisation de cette réunion et pour l'écriture de ce livre. Merci beaucoup, Domenic. Pour moi, c'était un grand plaisir de contribuer en raison de ma relation avec Enrique Barón. Je ne vais prendre qu'une minute, mais je tiens à mentionner un point. Je connaissais Enrique Barón en tant qu'ancien président du Parlement européen, en tant qu'ancien ministre. Et un jour, dans le mouvement européen, nous l'avions invité dans une université pour une réunion avec des étudiants. Un discours, un séminaire. Et j'ai rencontré une personne fantastique, engagée pour les valeurs européennes. Alors, après quelques visites à l'université de Séville, nous lui avons proposé d'obtenir un doctorat honoris causa. Et mon recteur m'a dit, soyez prudente, Maricruz, avec les politiciens, vous leur donnez une distinction, et puis vous vous rendez compte d'un problème dans leur passé. Et je lui ai dit, n'ayez crainte, avec Enrique, nous avons quelqu'un qui est engagé pour les valeurs du passé, mais aussi pour celles de l'avenir. C'est une leçon que j'ai tirée de lui. Alors, Enrique, j'espère que vous apporterez aussi vos contributions à la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe a besoin de vous, nous avons besoin de vous. Merci. Merci, Maricruz. Enrique, voulez-vous répondre maintenant? Juste un commentaire. J'essaie de maintenir mon passé vierge, de le préserver. Tel un saint, n'est-ce pas, Enrique? Immaculé, un passé immaculé. Rien de honteux. Incroyable. Miguel Ángel Martínez. Vous avez la parole, un membre du conseil d'administration de la FMA. Merci, Monica. Depuis 15 ans, je suis responsable du multilingualisme au Parlement. Je vais dès lors continuer mon intervention en français. Nous nous sommes connus tous les deux comme des jeunes freedom fighters, c'est-à-dire des combattants pour la liberté dans notre pays. Je suis persuadé que ton livre aurait pu s'appeler aussi Une vie dédiée à la démocratie en Espagne. C'est-à-dire, je suis persuadé de ce que la participation à la démocratie européenne tient de ta conscience de ce qu'a été le combat pour la liberté, pour la démocratie en particulier dans notre pays. En fait, je dois avouer ici, et c'est un bon moment pour le faire, que souvent, j'ai été déçu par nombre de nos amis, nos camarades de lutte
cette lutte pour la démocratie, parce qu'une fois que les premiers résultats de notre combat ont été évidents, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Je dois dire qu'Enrique Varón n'a jamais arrêté. Il a fait preuve d'une énorme cohérence. Et je crois que la cohérence est aussi une valeur que nous devons exiger pour l'avenir de la construction européenne. C'est-à-dire toutes les valeurs que j'identifie dans la vie d'Enrique Varón à l'heure qu'il est sont des valeurs qui étaient déjà vivantes du temps. Il y a presque 50 ans, il était un jeune militant pour la liberté et pour la démocratie dans notre pays. Il était un jeune, comme j'étais un jeune qui a combattu avec d'autres jeunes, dont pas tous ont continué ce combat. Ils ont pensé qu'il avait suffi de combattre au début et que l'avenir, c'était une question pour d'autres. Heureusement, ce n'est pas le cas d'Enrique. Enrique continue à être un militant de la liberté, un militant de la démocratie en Espagne et en Europe. Parce qu'on ne peut pas être pour la démocratie et pour la liberté en Espagne sans être aussi pour la démocratie et la liberté en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé cette réunion, ce Librorum. Et je vais lire avec le plus grand intérêt ce livre et je pense que cette expérience du Librorum doit continuer à pousser parce qu'il y aura d'autres collègues qui ont écrit, qui ont préparé des bouquins qui seront très, très intéressants pour nous permettre de continuer à mener notre combat pour une Europe meilleure, pour une Europe libre et démocratique. Merci beaucoup, Michelangelo. I give the floor now to Flavia Franconi, Je pharmacologist. donne la parole à Madame Franconi, pharmacologiste, professeure, coordinatrice de la commission email. Thank you. Thank you very much. I want thank Merci. J'aimerais vous remercier tout d'abord de cette merveilleuse rencontre et Enrique, merci pour ce livre merveilleux. Je crois que l'esprit de ce livre, c'est de parler du passé, oui, mais pour se tourner vers l'Europe que nous devons encore construire après la terrible pandémie qui a fait apparaître de nombreux besoins. Et il est tout particulièrement important qu'à partir du passé, nous puissions construire une nouvelle Europe qui tiendra compte de tous les besoins des citoyens, y compris les femmes, les personnes avec un handicap et les minorités. Alors, comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle Europe où le droit de chacun serait au centre de cette Europe? Monica. Alors, avant de vous donner la parole, je dirais que votre fils Alejandro s'est enfin connecté, car merci d'être des nôtres. Et Enrique, vous avez la parole. Que en langage 68 art, l'Espagne et l'Europe, c'est le même combat. Et dans ton cas et le mien, on voit que la meilleure formule pour rester jeune est continuer à travailler. And to Flavia Franconi, the worst pandemic we have been able to La pire pandémie que nous avons pu surmonter en tant qu'Européens, cette pandémie, la pire, c'est la guerre.
Et c'est en quelque sorte le plus grand miracle de l'Union européenne, car pendant la pandémie actuelle que nous traversons, nous montrons que travailler ensemble sur la base de la solidarité, au début, ce n'était pas si évident, car au début, chacun voulait se réfugier chez lui. Mais aujourd'hui, nous avons pu montrer que nous pouvons, ensemble, nous les Européens, avec la solidarité, un travail dur, nous pouvons surmonter cette pandémie ensemble. Alors peut-être que nous avons une femme docteur à la tête de la commission y est pour quelque chose. Ursula von der Leyen ne fait pas partie de ma famille politique, mais j'ai le plus grand respect pour sa gestion de la pandémie. Merci, Enrique. J'ai le plaisir de donner la parole à Graham Watson. Merci, merci, Monica. Et félicitations, Enrique, pour une carrière remarquable. Vous avez apporté une contribution extraordinaire à l'Europe et en fait à la vie de chacun d'entre nous qui avons eu l'honneur et le plaisir de travailler avec vous. Et donc, il est tout naturel qu'un livre reflète cette carrière. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé pour élaborer ce livre. Comme Hans-Gert, je ne parle pas l'espagnol, mais je parle un peu d'italien et de français, donc je vais m'y essayer. Je vais tenter de lire ce livre en attendant qu'un jour il soit peut-être traduit. Mais Enrique, si vous me le permettez, j'aimerais vous poser une question. Et bien sûr, ce n'est peut-être pas le moment de poser des questions, mais je crois que vous avez des choses intéressantes à nous dire. Alors, pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le vôtre, qui a joué un rôle si important dans le développement de l'Amérique, comment, à la lumière de la visite du président Biden, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de l'Alliance transatlantique dans un monde où les principes de démocratie pour lesquels vous avez lutté aussi dur, ces principes de démocratie semblent de plus en plus menacés? Alors, est-ce que je peux vous donner déjà une réponse? Tout d'abord, merci Graham de vos éloges. Mais pour ce qui est de votre question, je suis favorable au renforcement de l'Alliance transatlantique. Biden représente la possibilité de remettre sur une base stable ce qui est une relation très importante Je dis souvent à mes amis d'Amérique latine, car il est très important de parler de liens transatlantiques avec les États-Unis, mais je pense que le Canada et le Mexique peuvent jouer un rôle essentiel et j'aimerais avoir une approche bicontinentale. Je ne sais pas si j'en verrai le jour, mais il faut savoir rêver et ça, c'est un grand rêve, un rêve qui fait partie de notre histoire. Merci. Je donne la parole à une jeune femme, Julia Calabassi. Bonjour à tous. Je suis profondément heureuse d'être ici ce soir et vous remercie de vous être engagé en faveur de la démocratie, la liberté, la paix. Permettez-moi de vous poser une question. Quel est votre rôle, quelle est votre expérience dans l'Université pour la paix des Nations Unies?
L'Université pour la paix. C'est une université qui est à San José du Costa Rica. C'est un petit pays qui est grand, le Costa Rica, très progressiste. La proportion de femmes ayant des responsabilités élevées, c'est le pourcentage le plus élevé du monde pour le Costa Rica. Et aujourd'hui, il acquiert son autonomie dans les énergies renouvelables, ce qui est important. Carazo, un grand président, a fondé cette université pour la paix dans les années 80 et ça a été reconnu comme faisant partie des Nations Unies. Cette université de la paix a des jeunes qui viennent de tous les continents. Je dirais même que les Asiatiques, dans le passé, traditionnellement des Japonais, mais aujourd'hui, les Chinois sont très intéressés, peut-être plus que les Européens. Nous formons des jeunes afin qu'ils deviennent des spécialistes, pas simplement pour promouvoir la paix, mais pour gérer le processus de la paix, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter une branche d'olivier, mais c'est d'avoir toute cette préparation. J'en suis très fière. Je crois que c'est une noble cause que nous devons encourager et développer. Merci de cette question. Merci. Nous avons regroupé les 3 dernières questions car nous avons déjà un petit retard. Yola Elena, qui a eu un article intéressant qui fait partie du livre. Donc, merci Yolainen. Ce n'est pas votre premier livre. Je me souviens, lorsque je suis arrivée en 99, vous m'aviez déjà dédié un livre sur l'idée de l'Europe. Et dès le début, j'ai été très impressionnée, il y a 30 ans. En tant que président du groupe socialiste, j'ai vu en vous quelqu'un de très authentique lorsque vous avez défendu la démocratie et la liberté. Ça, c'est quelque chose d'original, une lutte authentique que vous avez toujours incarnée. Lorsque on touchait à la démocratie, à la liberté d'expression. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait. Lorsque je suis arrivée au Parlement, j'étais président de l'Union des fédéralistes et il y a une réunion, vous m'avez dit, je suis fédéraliste, mais je ne suis pas fédéraste. Et j'ai appris ma leçon avec Jean Monnet, j'ai appris qu'il fallait aller progressivement, étape par étape. Donc, vous avez déjà répondu à ma question. Comment est-il possible de rester aussi jeune physiquement, intellectuellement? Alors, répétez votre réponse car j'aimerais suivre votre exemple de jeunesse. Manuel Porto, membre du conseil de notre association. Alors, vous m'entendez? Quelques mots. Je suis très heureux d'être ici. Félicitations à Monica et à l'association de cette initiative. Dans les semaines à venir, vous viendrez à Lisbonne, peut-être pas en personne. Alors, parlons d'Enrique. Vous mentionnez 2 personnes. Simone Veil de mon groupe et Jacques Delors qui a été justement chez moi, dans ma maison. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'inviter. Alors j'ai une question. Nous sommes voisins, l'Espagne et le Portugal.
près de Badajoz. Je suis née il y a 78 ans et j'allais faire mes courses à Badajoz. Alors, être ensemble dans l'Union européenne nous a... Est-ce que ça a rapproché l'Espagne et le Portugal? Eh bien, quand il y a un match de football et que c'est l'Espagne contre le Portugal, nous sommes pour le Portugal. Mais lorsque c'est un match Espagne et notre pays, nous sommes les supporters de l'Espagne. Donc, nous sommes heureux d'être en démocratie. Est-ce que cette interaction entre l'Espagne et le Portugal a contribué au développement de nos pays? Merci. Et nous vous attendons à Lisbonne. Nous vous attendons à Lisbonne. Et nous allons manger du bacalhau. Alors, dernière intervention, Margherita, avec un nom très difficile à prononcer, Margarita Starkevičiūtė. Oui, c'est un nom lituanien difficile à prononcer. J'ai lu vos mémoires sur la chute du mur de Berlin et je sais que vous étiez président du Parlement pendant un changement essentiel. Et en ce moment, il y a des changements démocratiques qui se font ressentir au Bélarus et en Russie. Est-ce que vous envisageriez de revenir à un rôle diplomatique pour faciliter les changements? Je suppose que vous avez toujours des contacts, beaucoup d'expérience et cela pourrait peut-être faire la différence. Et je pense que cela pourrait renforcer le rôle de notre diplomatie, car le rôle de nos diplomates au Bélarus et en Russie est un petit peu décevante. Alors, dernière question, je vais y répondre tout d'abord. Tout d'abord, le lien entre l'Espagne et le Portugal sur le football, je crois, et mon fils est d'accord avec moi, Alejandro, l'équipe portugaise est sans doute une des meilleures équipes. Et je serais très heureux si l'équipe portugaise gagnait. Quant à notre lien, notre relation, lorsque Mario Suarez a reçu le titre de docteur honoris causa à Salamanque, il a dit depuis le XIIe siècle, c'est la première fois que nous sommes dans la même alliance du monde. Je n'irai pas aussi loin que le font d'autres Portugais, c'est Sarah Marago qui m'a dit « Je suis favorable à une fédération ibérique ». Vous l'avez dit. Je peux vous soutenir, mais mieux vaut que ce soit un Portugais qui le dise en premier. Vous me comprenez. Et à propos, il y a de l'excellent bacalao, de la morue en Espagne également. Cette morue, c'était la nourriture des pauvres. Aujourd'hui, c'est la nourriture des riches. Alors, pour la question de Margarita, je pense que nous avons pu intégrer les 3 républiques baltes du fait de la fin de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin. Et ça a été un tournant important. Après avoir écouté, après avoir vu
déclaration de la stratégie européenne par rapport à la Russie qui a été annoncée par le vice-président de la Commission, dont j'ai écouté avec beaucoup d'attention les échos de la réunion Biden-Poutine, et je pense qu'en tant qu'Européens, nous devons avoir une position très ferme et suivre de près la situation, notamment avec la Russie. Le Bélarus, le problème. Je ne suis pas expert en la matière, mais pour le Bélarus, le risque n'est pas simplement des problèmes avec l'Union européenne. Les sanctions, c'est le risque de voir disparaître le Bélarus en tant que pays sous les attiques de la nouvelle Russie tsariste. Donc, nous devons faire preuve de fermeté. Nous devons avoir une position très claire au sein de l'Union européenne. Merci. Alors, merci, Enrique. Merci à chacun d'entre vous. Merci de votre participation afin que cette réunion virtuelle puisse être possible. Vous avez parlé de la construction européenne. Teresa a pu souligner les éléments clés de ce livre. Merci à Birgitta Langen et à d'autres membres de notre association qui sont présents ici. Merci à Maria, ainsi qu'à Maria-Andrés Marin qui dirige le bureau de liaison. Merci à Elisabeth Bravo. La prochaine réunion aura lieu après la pause estivale. Alors, merci. J'aimerais donner la parole à notre président, Hans-Gert Pöttering. Monica, merci de m'avoir donné la parole pour un instant. Il y a 2 photos. J'aimerais prendre 2 photos plutôt. Une photo avec chacun d'entre nous. La deuxième photo, c'est le jour à Strasbourg où j'ai accueilli Nelson Mandela. Son premier voyage à l'étranger a été pour obtenir le prix Sakharov qu'il n'avait pas reçu lorsqu'il était en prison, forcément. C'est une photo importante pour moi et pour l'Europe. Vous pouvez être fiers d'avoir rencontré ces personnalités. Certains ont dit au Parlement, c'est Mitterrand qui a dit au Parlement européen à Strasbourg, le nationalisme c'est la guerre, tandis que la construction européenne c'est la paix. En tant que social-démocrate, que de gauche, de droite, vert, peu importe, nous sommes une famille européenne. Nous devons surmonter des difficultés et ensemble avancer vers l'avenir. Le dernier mot, je l'ai entendu de votre part, Enrique, lorsque nous avons parlé des relations transatlantiques et du président Biden. Je pense que les Européens ont aujourd'hui une grande chance avec le président Biden. Nous pouvons rester transatlantiques, mais devenir plus européens, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend à l'avenir. Nous devons être plus responsables nous-mêmes. Alors, merci, Enrique, pour votre fantastique contribution à l'unification continentale en Europe. J'ai hâte de vous revoir. Et la dernière personne que je vois à l'écran, c'est le charmant visage de Monica Baldi. J'ai hâte de vous revoir tous en personne et de continuer à coopérer pour une Europe unie. Merci. À bientôt. Merci.